Vous avez joint Camille Desgagneux. Salut tout le monde, ici Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart en direct du quartier des spectacles de Montréal. Vous écoutez En attendant l'appel, l'émission où on parle avec des artistes de leur début de carrière. Bonne émission! Hey! Bonjour à tous. Salut tout le monde! Salut! Merci beaucoup de nous écouter en direct encore une fois, pour la troisième fois déjà à CIBL. Ben oui. On est vraiment content d'être là. Si vous voulez, vous pouvez nous écouter en rediffusion sur toutes les plateformes de podcast, partout. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Instagram, Facebook. maintenant TikTok. Oui, TikTok. Donc, Ben ouais. allez voir ça, c'est vraiment le fun. Mais là, on est avec nul autre que Camille Desgagneux, vous l'avez entendu. Comment Salut. tu vas, Camille? Salut. Ça va vraiment bien. Et Ouais. vous, comment ça va? Ça va super bien. Ça va bien. Ouais. Fait frette, je suis venu en Bixi, mais là, ma bouche s'est dégelée. Yes, t'es prêt avec ta Alors diction? là, Ah ouais. Super. tu as la bouche tout déliée. Je suis délié, là. Alors, Faites attention. Camille, comment Oui. tu te décrirais, toi, comme artiste, pour ceux qui te connaissent pas, peut-être? Oui, eh bien, je suis une comédienne, Ouais. scénariste et coach d'enfants acteurs. Wow, Mhm. j'aime. On dirait que tu étais préparé. Ah ouais, il y a personne qui m'a dit de dire ça avant. là. C'est génial. Puis là, qu'est-ce que tu... Fait que dans le fond, tu fais tout ça en ce moment? Toutes ces affaires-là, Ouais. un peu un par-dessus l'autre? Un peu un par-dessus l'autre, en effet, oui. Y a-tu quelque chose qui prend plus de place en ce moment dans ta carrière, tu dirais? Ben, je te dirais que non, ça se chevauche quand même pas mal. Tu sais, exemple, au niveau de comédienne, je joue dans un show jeunesse en ce moment. Ouais. Après ça, comme scénariste, je travaille sur un projet de série web. Puis comme coach d'enfants acteurs, ça, c'est pas mal à l'année. Là. Les enfants, ça travaille au Québec. Ah ouais, Donc, hein? ouais. Ah, Puis ben, tu on va en coaches parler. pourquoi? Est-ce que c'est du jeu seulement ou... Jeu et voix. OK. Fait que, tu sais, je te dirais que c'est ça. C'est pour leurs auditions, des fois aussi pour leurs démos, pour qu'il y ait un portfolio, etc. Fait que, tu sais, Ouais. on touche surtout aux deux volets, là. Puis il y a Ouais. beaucoup d'enfants acteurs au Québec, c'est ça? Il y a beaucoup d'enfants acteurs Ah au ouais? Québec, oui. Oui, c'est surprenant. Puis je te dirais aussi que dans les dernières années, ça a changé. Tu sais, au départ, les adultes interprétaient beaucoup les enfants. Juste au doublage, par exemple, là, c'était beaucoup des voix d'adultes qui imitaient des voix d'enfants. Maintenant, ben, tu sais, l'INIS, les formations UDA, Syllab, ils ont commencé à faire des formations pour les enfants, pour que les enfants, ben, ça puisse s'incarner eux-mêmes. Fait que, mais il faut les former, tu sais, il faut qu'ils oui. apprennent leurs normatifs, etc. Donc, ouais, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent. C'est quoi la formation qu'ils peuvent avoir? Est-ce que c'est toi qui donnes toute la formation ou toi, tu les coaches pour quelque chose de spécifique, comme les auditions, un Mais ça rôle? dépend. Il y a comme 3 volets comme que je vois. Tu sais, il y a comme le perfectionnement, tu sais, c'est-à-dire justement le fait d'avoir fait une école de théâtre, d'avoir fait énormément. J'ai mis beaucoup d'argent là, dans mes formations avec moi-même. Donc, tu sais, j'ai quand même développé des techniques vocales. Donc, ça me permet de faire du perfectionnement auprès des enfants, justement. Mais il y a aussi, justement, comme quand ils sont dans des auditions, que ce soit pour une pub, une série télé, un film, peu importe, ben, ils ont besoin de préparation. Souvent, les parents sont un peu déboussolés face à ça. Ils viennent pas du milieu, ils savent pas comment ça fonctionne. Ouais. Tu sais, est-ce qu'on arrive avec une proposition? On fait combien de prises dans un self-tape, etc. Fait que, tu sais, ça, c'est comme le deuxième volet, je dirais. Puis, c'est ça, le dernier volet, c'est vraiment le démo. Là. Donc, vous avez reçu Jérémy Turgeon du Studio Alternative. Mais qui est cet homme extraordinaire? Et ben, c'est avec lui que je collabore beaucoup pour faire des démos. Tu sais, fait que mettre les enfants à l'aise, leur permettre d'avoir une première expérience au niveau d'un plateau ou d'un micro professionnel. Puis pouvoir mettre ça sur leur agence parce que, c'est ça, faire des auditions avec des adultes, ben il y en a pas beaucoup. Puis faire des auditions avec des enfants, ben ça demande tout ce qu'on peut s'imaginer. Les trous de mémoire, le stress, la discipline, etc. Fait qu'avoir un démo, je pense que ça permet au milieu d'être prêt. C'est ça, de bien voir ce qu'ils sont capables de Exactement. faire quand il n'y a pas tous ces stimuli-là qui sont pas nécessairement là. Oui. Puis moi, je te connais, tu as fait beaucoup de formations, comme tu as Oui. dit. Tu sais, fait que c'est sûr que ça doit t'aider à comme transmettre ça à des enfants. Ouais. Puis est-ce que, je sais pas, t'as-tu coaché aussi des adultes? Est-ce que tu vois une différence? Tu sais, comme des enfants, on dit que c'est des éponges. Fait qu'est-ce qu'ils apprennent quand même assez vite? Qu'est-ce que t'en penses de ça? Je te dirais que la différence majeure que je vois entre les enfants puis les adultes, puis, tu sais, pour faire un petit retour dans le temps, là, j'ai commencé à faire du coaching un peu comme tout d'un coup comme ça. Là. C'est-à-dire que, justement, Jérémy, avec son studio, avait des demandes. C'est à cause de lui, en fait, que je suis devenue coach. Hein? Ben oui.
Parce que c'est lui qui me dit « Hey, je te verrais faire ça. » Fait que j'ai fait « Ah, ben je vais essayer. » Puis en essayant, ben j'ai eu du bon feedback. Il y avait quelque chose de naturel, je pense, chez moi, dans mon enseignement, dans la relation que je développais avec les enfants. Puis, ben ça s'est fait de bouche à oreille. Puis après ça, ben ça a commencé à se faire au niveau des adultes aussi, tu sais. Bon, des fois, on l'affiche moins sur les réseaux, mais oui, je suis appelée à faire ça. Puis la différence majeure que je remarque pour répondre à ta question, Jean-Philippe, c'est que les enfants sont encore dans le jeu, l'instinct. Ils essayent des choses. Des fois, quand on rentre dans la technicalité, ils comprennent des affaires, mais il faut beaucoup leur parler par image. Tandis que les adultes, on a tendance, et là, c'est là qu'on dit « Oh non, on a-tu perdu notre cœur d'enfant? » Mais les adultes, on a tendance à rationaliser les choses beaucoup. OK, c'est quoi l'analyse de texte? C'est quoi mon personnage? Qu'est-ce qu'il dit? Puis quand on vient d'une école de théâtre, ben c'est encore pire, tu sais, parce que là, on vient avec tout ce qu'on s'est fait dire comme critique auparavant. Donc, c'est vraiment, le travail est très, très différent. Je dois faire du pep talk des deux côtés, mais c'est pas le même pep talk. J'adore. Les enfants doivent être un peu moins stressés pour leur carrière aussi. Il y a peut-être un peu moins de « Ah, je peux pas dire ça, de quoi ça va avoir l'air? » Oui, je pense que le côté comme avoir l'air fou, un peu, on le retrouve moins chez les enfants. Par contre, les enfants comprennent un peu moins le refus. C'est-à-dire que des fois, t'es pas accepté pour une question de casting. Si on doit faire une famille, ben si tu ressembles pas à la mère puis au père, ben malheureusement, t'as beau être l'enfant le plus cute, le plus gentil, le plus professionnel, ben ça marche pas. T'sais. Fait qu'il y a comme cet aspect-là que les enfants comprennent pas qu'il y a beaucoup de personnes dans le bassin puis qu'un nom, ben ça veut rien dire avec ta personne. Tandis que je pense que les adultes, on est un peu plus capable de se défaire de ça, on a la maturité. Exact. Puis donc, moi, excuse-moi, mais tu sais, parlons de ta formation. Tu sais, c'est quoi que je sais que tu as beaucoup approfondi après l'école de théâtre dans la voix, mais aussi dans le jeu caméra. Peux-tu nous parler, ben tant qu'à y être, comment ça a commencé, puis c'est quoi que tu as suivi, Ben là, c'est sûr que là, je vais sortir le violon. Là. Tout le monde dit ça. J'ai commencé quand j'avais 4 ans et je dansais dans les spectacles de Noël, là, tu sais. Mais bien sûr, tu sais, je pense que l'élan artistique est venu quand j'étais jeune. Il y avait la danse, le chant, etc. Mais je pense que c'est un milieu qui nous tombe un peu dessus d'habitude. Tu sais, c'est comme quelque chose que tu rencontres un enseignant ou des enseignants ou un coach qui fait toute la différence puis qui donne le goût de t'accrocher à l'école puis de faire du parascolaire. Puis moi, c'est vraiment parti comme ça. Fait que, tu sais, j'étais arrivée au secondaire, je m'étais inscrite dans un autre cours. Finalement, je me suis ramassée à pas avoir mon premier choix. Je me suis ramassée à faire de l'impro. Finalement, j'ai aimé ça, j'en ai fait. Hey, Colin! Mais j'en ai fait, tu sais, jusqu'au cégep. Puis après ça, ben j'ai fait des troupes de théâtre. Puis quand j'ai commencé, moi, ça me fait rire, là, j'ai commencé en théâtre masqué. Donc, la première fois que j'ai vraiment joué un spectacle et tout, c'était de la comédie de l'arte. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment pas du jeu caméra, là, tu sais. Il y a beaucoup de ça à l'école, au secondaire. On voit beaucoup la comédie. Oui, puis je pense que, tu sais, travailler la comédie de l'arte, travailler le clown, ça permet d'avoir une liberté aussi au niveau du corps, aussi la projection de la voix. Tu sais, t'apprends vraiment des bases pour après ça aller travailler dans ton intériorité, tu sais. Puis ça déniaise aussi, tu sais, quand t'es au secondaire puis que t'es en premier cours d'art-drame de ta vie, t'as besoin de casser quelque chose. Là. Oui, vraiment, exactement. C'est comme, faut que t'aies le guts d'y aller, tu sais. Fait que voilà, tu sais, j'ai fait ça. Après ça, j'ai fait un deck en art et lettres profil théâtre. Puis moi, en sortant du secondaire, je voulais faire mes auditions puis mes parents voulaient pas. Ils m'encourageaient à le faire, mais c'est parce que eux, leur logique, c'était de se dire, ben, elle est encore un peu jeune, puis si elle est coupée, parce qu'on sait qu'on peut être retranché, là, tu sais, après, même quand tu rentres dans une école, ça veut pas dire que tu vas y graduer. Ils s'étaient dit, ben, si tu te fais retrancher, ben, tu pourras aller à l'université, tu pourras faire autre chose. Et là, ça, c'était le gros drame de ma vie. Mais, est-ce qu'ils ont eu raison, finalement? Mais ils ont eu raison, pour vrai, parce que je pense que ça m'a permis de rentrer un petit peu plus vieille. Tu sais, j'avais 19 au lieu de 17. Fait que déjà là, j'avais une petite maturité un peu plus confiance en moi aussi, parce que c'est quand même pas évident l'école de théâtre. Puis j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai pu faire de l'impro. Tu sais, j'écoutais votre invitée Sophie qui disait qu'elle a fait un deck en impro. C'est un peu ça moi aussi. Fait que tu sais, je trouve que comme ça a été le fun. Puis après ça, ben j'ai fait mes auditions, je suis rentrée avec Jean-Félix, à Lionel Groux. On a fait 4 ans. C'est pour ça qu'on est comme de la famille. Et ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Puis après ça, j'ai fait l'École nationale de l'humour, mais en scénarisation. Donc, en 2023, là, c'est récent. Y a-tu une pause entre ta sortie de l'école à Lionel Groux et l'École nationale de l'humour? Quelle pause parles-tu? Je sais pas. On dirait qu'on reçoit juste des gens qui sont sortis de l'école dans ces années-là. On parle de la pandémie, tout le monde. Hein? C'est ça, je sais pas, c'est comme Voldemort. On peut-tu dire pandémie? C'est ça. Mais donc, c'était quoi ton état quand tu es rentré à l'École de l'humour? Est-ce que c'était pour te trouver quelque chose à faire ou c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps?
En fait, il faut reculer un peu parce qu'en 2020, quand il y a eu la pandémie, c'était un saut vertigineux de sortir d'une école de théâtre. Ouais. Puis moi, je suis une workaholic, je suis une intense, je suis all-in dans tous mes projets. Ouais. Jean-Félix Séguy me connaît. Ouais. Fait que c'est sûr que là, moi, je me suis ramassée là, puis j'étais comme un peu, j'étais pas prête à ça. Il fallait que je bouge. Fait que je me suis inscrite à plein de formations. Je pense que j'ai fait, c'est pas une blague, comme 30 formations. Ah ouais? Ouais. J'ai mis des milliers de dollars. C'est génial, mais c'est tellement... J'étais comme, garde, tant qu'à rien faire, je vais me former, tu sais. Ouais. Puis j'ai fait un cours de scénarisation avec l'UDA. Puis c'est là que j'ai rencontré le scénariste Pierre-Yves Bernard, qui a fait, par exemple, Dans une galaxie près de chez vous. Il fait comme des poules pas de tête à Télé-Québec en ce moment. Et j'ai développé un projet avec lui. Puis c'est lui, en fait, qui me dit, tu devrais vraiment essayer à l'ENH. Moi, j'enseigne là-bas. Fait que j'avais pas pensé faire ça nécessairement comme de ma vie. C'est lui qui m'a emmené ça. Et quand j'ai essayé de faire le processus d'audition, ça tombait que j'étais au Costa Rica parce que oui, des fois, il faut prendre des vacances. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, j'aurais même pas d'Internet, fait que je pourrais pas faire l'audition. Finalement, ils ont tellement reçu de demandes qu'ils ont déplacé l'audition. Okay. Fait que j'étais de retour à Montréal. Fait que j'ai pu faire l'audition, puis finalement, ben là, avec le processus de sélection, j'ai été sélectionnée. Fait que j'ai fait l'ENH. Mais tu sais, c'était pas voulu. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, qui m'a donné cette confiance-là. Ça ressemble à quoi, un processus d'audition pour l'École nationale de l'humour? En scénarisation, surtout? Oui, parce qu'il y a 3 programmes. Les gens me demandent « Ah, t'es humoriste? » Non, c'est ça. Désolée, je pense que c'est drôle. Mais peux-tu nous faire une petite blague? Mais tu sais, il y a 3 programmes. Il y a vraiment humoriste, écriture pour les humoristes et scénarisation. Pour ceux à la maison qui ne connaissent pas ça, là, c'est vraiment comme développer des idées, des séries télé. Il y a aussi cinéma. Fait que, dans le fond, le processus, c'est vraiment d'arriver avec une idée, un concept de série télé, le développer, bien évidemment, te présenter toi comme auteur, c'est quoi les thèmes qui t'habitent, etc. Puis, bien sûr, il y a des questions sur plein d'affaires, là, est-ce que tu consommes de la télé québécoise et tout ça. Puis, tu sais, moi, ça faisait partie de ma vie, de mon enfance. J'ai beaucoup écouté ça. Tu sais, moi, j'étais là à Poupée Russe, puis j'étais là à Providence dès le primaire, là, tu sais, donc j'y étais, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est beaucoup des questionnements par rapport à toi, commenter comme auteur. Tu sais, je pense qu'ils veulent avoir des personnalités, mais aussi, il faut qu'il y ait un projet accrocheur. OK. Puis ça t'es-tu arrivé souvent de devoir pitcher des projets quand tu étais à l'école? Hey, ça, tu touches une corde sensible parce que moi, j'adore pitcher. Pour vrai? Ça en est maladif. J'aime tellement ça pitcher. Là, je peux te pitcher n'importe quelle idée. J'adore faire ça. Il y a un thrill qui vient me chercher. J'aime ça répondre à des questions. J'aime ça. Il y a comme, tu sais, on dit les avocats, ils ont un côté un peu comédien. Puis moi, la comédienne, il y a comme un côté avocat qui ressort, là. C'est comme. Ça, j'adore défendre faire ça. ton projet puis répondre à toutes les questions qu'on te lance. Oui. Puis développer des techniques de comment bien vendre ton projet. On apprend ça, veut pas. Fait que oui, on a pitché une couple de fois à l'école de l'humour. Puis à la toute fin, ça, c'est un moment quand même stressant, mais moi, je suis allée all-in, sans lutrin, sans carton. Je m'étais préparée, mais je me suis dit, je vais rester comme à la bonne franquette. Puis à la fin de notre programme, on présente devant plusieurs producteurs. Wow. Tu sais, que ce soit, tu sais, c'est des gros noms, là, Duo Productions, KO TV, Trio Orange, que, tu sais, toutes ces grosses boîtes-là. Fait qu'il y a quelque chose de stressant un peu, mais en même temps, ça nous donne une super belle visibilité, là. Ouais. Puis est-ce qu'il y a eu des... Ben, quand t'es sortie, est-ce que tu as eu à pitcher en dehors de l'école? Est-ce que tu Oui, j'ai eu à... Oui, un peu. Ben, pas nécessairement pitcher. Je te dirais que c'est plus comme ils ont voulu me rencontrer, ils ont voulu me parler. Fait qu'il y a des affaires que je peux pas encore dire parce que là, je viens juste de sortir et ça se promène un peu. Mais je te dirais que mon projet d'école est pas nécessairement mort. Je pense que ça va peut-être me permettre de me joindre à des chambres d'auteurs. Donc, c'est très connu aux États-Unis. On met plusieurs auteurs ensemble pour qu'ils développent un projet, tout le monde ensemble. On sait que plusieurs têtes valent plus qu'une. Mais sinon, parallèlement à ça, j'écris une série web en ce moment de mon côté que je suis supposée justement pitcher en janvier. C'est intéressant. Moi, c'est combien de temps cette formation-là, scénarisation? C'est 1 an. 1 an, Mais c'est pas à temps plein. Versus comme l'INIS, là, comme l'école de l'humour, c'est vraiment à temps partiel, ce qui m'a permis en fait de continuer à travailler comme comédienne à la radio, peu importe. Donc, j'avais pas un choix à faire. Tandis que c'est ça, je sais que l'INIS, c'est vraiment temps plein, c'est très demandant, fait que tu peux pas nécessairement... C'est une super formation, par contre, là, c'est pas ça que je dis, mais il y a comme un investissement qui est un peu différent là, à ce niveau-là. Ouais. Mais parlons-en de la radio. Tu viens de mentionner que tu as travaillé à la radio. Qu'est-ce que tu fais?
Oui, ce que je fais, moi, dans le fond, je suis une voix pour Rouge et Énergie Montréal. Oui, c'est très important. C'est très important. C'est Belle Média. C'est Belle Média qui m'engage, exactement. En fait, j'ai commencé comme pigiste au départ pour faire des voix commerciales, donc toutes les pubs que vous entendez. Puis par la suite, ils ont comme su que je chantais. Fait que là, j'ai été appelée à collaborer pour des jingles pour, par exemple, Véronique et les Fantastiques, Ça rentre au poste, etc. Et après ça, ben j'ai fini par avoir un contrat qui était récurrent. Donc, à chaque semaine, j'ai comme une journée semaine où je viens enregistrer des pubs, des sketchs. Donc, j'ai Madame, ma tante, puis des chansons. Fait que... C'est le fun. Ouais, fait que c'est vraiment le fun. Puis tout est fait comme à l'avance aussi. T'sais, on a du temps pour créer, essayer des choses. On réenregistre si nécessaire. Fait que... Les sketchs, c'est-tu quelqu'un d'autre qui les écrit? C'est dans quel contexte? Est-ce que ça je parle d'écriture, mais des fois, oui puis non. Parce que des fois, on essaye des sketchs, puis on est comme, on peut-tu changer ça un peu? Puis on fait des versions, puis on envoie les versions. Même chose pour les chansons. Tu sais, je travaille avec mon ami Jeffy. C'est lui qui m'a fait entrer là, d'ailleurs. Et c'est lui, justement, qui pense à tout, comment on peut créer la chanson, le jingle, c'est quoi le background, c'est quoi l'image qu'on veut faire ressortir, c'est de quoi qu'on parle, tu sais. Fait qu'il y a comme tout un... Fait que des fois, oui, j'ai mon mot à dire, mais pas tout le temps, tu sais. Des fois, je chante des niaiseries. Là, c'est pas moi, là, tu sais. Si vous n'avez pas ça, c'est pas moi. Puis je sais que c'est ça. Avant ça, tu as suivi plusieurs formations de voix, puis je sais que c'était quelque chose qui t'intéressait beaucoup. Puis comment, c'est ça, c'est ton ami qui t'a fait rentrer par la radio? C'est une bonne anecdote. Ah ouais? Oui. C'est parce que moi, pendant quelques temps, j'ai été comme coordinatrice et tout ça pour le comédien et réalisateur Jean-Pierre Bergeron. Fait que pendant toute la pandémie, j'ai comme travaillé pour lui. Il m'a aussi beaucoup mentoré en voix, tu sais, je lui en dois beaucoup. Puis, à un moment donné, ben c'est ça, j'assistais pour une carte blanche avec des invités en voix. Et je participais. Puis, à un moment donné, je sais pas, j'ai eu une bulle au cerveau. Je me suis dit, hey, je suis tannée de faire des monologues. J'ai envie de faire un dialogue. Et là, je sors du boot, tu sais, de l'endroit où on enregistre. Puis, il y a Jean-François, que j'appelle Jeffy, qui est présent, qui travaille chez Rouge, que je savais pas, et qui est là. Puis là, je le connais pas pantoute. Puis là, je sors, puis je suis comme, « Hey, JF! » Tu sais, je l'appelle comme si c'était Jean-Félix, là, tu sais. Je suis comme, « Hey, JF, ça te tente-tu de venir faire des dialogues avec moi? » Puis là, il est comme, « Ouais, mais c'est pas mon casting. » Je dis, « Ah, je m'en fous. J'ai juste envie d'avoir du fun un peu. Là. Même s'il y a un invité, ça va me déstresser. » Fait qu'il est willing, tu sais. Fait qu'il embarque avec moi dans le studio, puis on joue ensemble. Puis là, à la fin de l'enregistrement, il me dit « Hey, tu sais que je travaille à la radio, tu sais? Là, j'étais comme « Ah non! » Tu sais, genre, moi, c'était pas voulu. Fait qu'il me dit « Ben garde, écoute, je t'ai vu en studio avec moi, ça s'est full bien passé, j'ai envie de travailler avec toi puis de collaborer. Envoie-moi ton démo. » Fait que j'envoie mes démos. 6 mois plus tard, fait que moi, j'étais comme « C'est mort, tu sais, ça se passera pas. » 6 mois plus tard, je reçois un courriel de son patron qui dit qu'il veut une voix féminine, un peu plus jeune, avec un timbre particulier, blablabla, qui correspond au mien. Fait qu'il veut me passer en audition. Alors là, moi, je me présente en audition. Puis là, c'est ça, c'est que moi, cette audition-là, moi, je la considère pas comme ma meilleure audition. C'est ça qui est comme drôle là-dedans. Je sais pas si mes collègues vont m'écouter, fait que ça me fait rire. Parce que je leur ai dit en plus que j'étais ici. Mais c'est juste que moi, je suis arrivée là, puis je trouvais ça gros. Tu sais, la radio, c'est rouge. T'as la face de Véro qui est partout. J'adore Véro. Il y a comme toute cette affaire-là qui est big. Puis là, j'ai l'audition, puis je me souviens, tous les producteurs avec qui je collabore étaient là et le patron. Et là, ils me donnent plein de notes. Tu sais, ils sont comme, on va te tester, là. On veut te voir faire des sketchs, on veut te faire du normatif. Là, ils me donnent plein d'affaires. Puis comme, on veut voir dans quoi t'es bonne, puis dans quoi t'es moins bonne. Tu sais, je suis comme, OK. Tu vas voir, ça va aller vite. Je suis comme, OK. Fait que là, j'ai du temps, puis je reçois full de notes. Puis là, je regarde les textes puis les notes, mais je vois rien de ce qu'il me dit, genre. Là, je me trouve un peu comme une nuche, tu sais. Je me dis, ben voyons, genre, attends 3 minutes. Mais là, je vois, ça correspond pas à ce qu'il me dit. Et là, il y a un moment où ils me disent, ben, t'es prête? Et là, il y a vraiment un dilemme dans moi. J'ai fait, est-ce que je dis rien puis j'enchaîne? Ou je dis que pour vrai, j'ai pas suivi, tu sais. Alors là, je fais, ben écoutez, je comprends les commentaires que vous me demandez, mais je suis pas certaine de pouvoir suivre sur la feuille parce que ce que je lis correspond pas tout à fait, tu sais. Bonne réponse. Il y a un silence total. Le son coupe. Je les vois parler, tu sais, parce qu'en studio, c'est souvent comme ça, les gens parlent de l'autre côté de la vitre pour ceux qui sont jamais allés enregistrer. Fait que comme, c'est un peu intimidant. Et là, moi, dans ma tête, je me dis, c'est fait. Je viens de me... Ils vont te demander de sortir. Ils vont pas me prendre. J'ai de l'air d'une débutante qui sort de l'école puis qui a jamais fait de voix.
Fait que là, il y a comme mon cœur bat vite. Ouais. Et à un moment donné, ils se rendent compte que j'ai pas les bonnes versions de texte. Oh. Donc, c'était pas de ma faute. Oh mais my God. le stress est quand même au maximum. Ouais. On a pris un peu de retard. Fait qu'ils me redonnent les textes. J'ai pas vraiment le temps de les relire parce que, tu sais, c'est comme faut qu'on enchaîne. Fait que là, je commence mon audition, tu sais, puis là, des fois, je me trompe un peu, puis, tu sais, c'est pas mon genre, là, tu sais. Fait que, mais là, j'essaie, tu sais, je garde le sourire, puis j'essaie. Puis ça reste de même. J'ai pas de nouvelles pendant 3 semaines. Fait que je me dis, bon, moi, j'appelle ma mère, là, puis je pleure, puis je suis comme, j'ai raté, là. C'est comme, c'est ça se passe pas. Puis là, 3 semaines plus tard, j'ai une nouvelle de mon boss maintenant qui me dit, c'était unanime, on t'a choisi, tout ça. Alors là, j'ai attendu que ça fasse une couple de semaines avant de leur demander. J'ai dit, puis mon audition, tu sais, genre, je l'avais fait du premier coup quand même. Puis il me dit, ça a été vraiment une belle leçon de vie. Il me dit, non. Il y avait du monde qui l'ont eu du premier coup, mais ils m'ont dit que tu avais tellement un sourire, tu avais tellement l'air de prendre nos commentaires, de discuter avec nous, de faire des blagues, de recommencer, c'est pas grave, qu'ils ont dit, nous, cette attitude-là, on a tellement aimé ça, puis on s'est dit, hey, nous autres, on a plus envie de travailler avec quelqu'un qui travaille avec nous, puis qui essaye avec nous, que quelqu'un qui arrive, puis qui sait toutes ses affaires, puis qui veut pas trop recevoir. C'est surtout pour voir comment tu travailles aussi. Exact. Ouais. Fait que je me suis dit, hey, tu sais, dans la vie, quand j'arrive en audition puis on pense qu'il faut la perfection, là, c'est pas tout le temps vrai. Tu sais, dans le fond, ils cherchent une personnalité, ils cherchent une personne. L'attitude, là, c'est fou à quel point c'est important, là. Oui. Fait que ça a comme tout changé ma perception des auditions, en fait. C'était-tu ta première audition de voix? Est-ce qu'à l'école, tu penses qu'on t'a préparé à ça, la voix, ou c'est venu d'où? C'était quoi l'idée? Ah oui, c'est bon, ça. Non, c'est pas vrai. À l'école, on a fait un peu de voix avec Luc Chandonnet. Oui, on a eu Maude Bouchard en invité, tout ça. On a eu Sarah Desjeunes qui est venue nous parler. Ouais. On avait quand même essayé des choses. On avait touché un petit peu à de la surimpression du doublage. Ouais. C'est juste qu'à cause de la pandémie, ils ont arrêté le cours, fait qu'on n'a pas pu le poursuivre. Fait que j'avais déjà le goût déjà le goût d'en faire à l'école. Mais Sarah Desjeunes, je me souviens, pour la citer, elle avait dit, vous allez voir le milieu vous choisit ou pas, tu sais. Elle avait dit, t'as beau faire plein d'affaires, tu vas te faire engager dans les trucs qui fit avec toi, tu sais. Fait que, de fil en aiguille, la voix m'a comme appelée, peut-être par mon timbre, par peu importe. Fait qu'on dirait que comme je suis allée là-dedans, mais j'avais un intérêt, mais je pensais pas nécessairement faire ça, tu sais. Fait que... OK, mais t'as continué dans cet intérêt-là. Oui. Puis ça t'a mené là. Est-ce que maintenant, avec ce que tu fais, est-ce que tu te vois aller plus loin en voix? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux développer plus? Oui, je pense que oui. Parce que c'est sûr que quand tu es accepté aussi dans un milieu, ça te fait bien sentir. C'est comme moi, quand je vais à la radio avec mon équipe, j'ai du plaisir, j'ai du fun. Fait que c'est sûr que éventuellement, j'aimerais ça peut-être avoir encore plus de responsabilités là-bas, d'avoir des plus gros projets. C'est sûr que plus je travaille avec eux, plus je vais pouvoir leur prouver aussi que je suis capable. Puis j'ai commencé mes cours de surimpression. Fait que j'aimerais peut-être éventuellement aussi faire peut-être surimpression, doublage, etc. Là, donc d'aller là. Mais bon, c'est juste que ça prend du temps et de l'argent beaucoup quand même. Là. Il y a comme, Mais ça doit te donner un bon atout, toi qui as fait de scénarisation aussi, parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui a ce background-là en scénarisation, de pouvoir peut-être écrire pour la radio ou pour écrire juste pour quelque chose de sonore. Mais c'est quelque chose qui t'intéresse aussi parce que c'est des milieux qu'on connaît moins, qui sont moins visibles de l'extérieur. Oui. Puis mais je pense que ça dépend un peu, tu sais, comme la radio, comme je te dis, il y a quand même qu'est-ce qui est vraiment pub, puis sketch. Peut-être qu'à un moment donné, je vais être appelée à faire ça, ou de la chronique. Je pense que je serais vraiment ouverte à essayer ça. Je pense que ça serait un beau défi. Après ça, de rencontrer les bonnes personnes qui te font confiance. Mais en effet, je pense que le fait d'avoir fait un cours d'écriture, ça me donne cette confiance-là, en tout cas, entre guillemets, là, parce qu'on se sent toujours un peu imposteur, mais ça me donne quand même des outils, des collègues aussi avec qui je peux me référer quand j'ai besoin. Fait que ça m'a donné accès à ça, là, au moins. Fait que oui, je pense que l'école de l'humour, ça a valu la peine pour ça. OK. Ouais. Puis ce côté, le côté plus comédienne, là. Oui. Tu sais, moi, c'est ça, t'es vraiment quelqu'un qui fonce puis qui a pas froid aux yeux. Tu l'as dit un peu workaholic, là. T'aimes ça travailler pour avoir de la job. Puis, tu sais, ça a pris quand même beaucoup de temps avant que t'aies une agente ou un agent. Ouais. Puis, je trouvais que tu travaillais à côté quand même. J'étais comme, wow! T'as vraiment une volonté, là. Puis, tu sais, ça vient d'où, cette volonté-là? Eh mon Dieu, de toujours devoir se battre.
Ben, je pense qu'il y a un côté entrepreneur, businesswoman en moi depuis toujours. Mes amis m'appellent toujours affectueusement l'agente Camille Desgagnés. C'est pas, j'ai souvent des appels d'amis qui ont besoin. J'ai déjà fait semblant, on peut-tu dire ça? Je pense que oui. J'ai déjà fait semblant d'être une agente. Puis j'ai déjà négocié des contrats pour des amis. Mais je peux pas être agente, puis je connais même pas les conventions. Ils ont eu des bonnes conditions? Ils ont eu des bonnes conditions. J'ai même fait faire payer leur taxi. Ben voyons donc. C'est parfait, c'est ça qu'il faut. Fait que, tu sais, je pense que ça... Mais tu sais, je pense que j'ai des parents aussi qui m'ont beaucoup supporté là-dedans. Ouais. Puis ma mère aussi, c'était quelqu'un qui était très, très fonceuse dans la vie. Fait que, tu sais, je pense que je retiens ça aussi niveau génétique. Mm-hmm. Mais je pense que le milieu amène ça. Puis je pense qu'en ayant rencontré aussi Marc-André Thibault du théâtre Bistouri à l'école de théâtre, j'ai eu un déclic en moi. Tu sais, il nous avait dit, on est comme une petite entreprise, les comédiens. Il faut que tu saches te vendre, il faut que tu saches te défendre. Il y a tellement de monde. Fait que moi, j'ai pris ça quand même au sérieux. Fait que quand je suis sortie de l'école, même si je n'avais pas d'agence, parce que, tu sais, j'étais une brunette aux yeux bruns. Hein, donc, tu sais, je vous disais, j'ai un casting commun, là, à un moment donné. Puis moi, ça me frustrait. Je me disais, ben voyons, ils veulent pas me rencontrer, ils veulent pas voir ma personnalité, ce que j'aime faire, ma voix. Bon, tu t'arrêtes à ça. Fait que j'ai fait, OK, ben regarde, je vais faire un pied de nez à ça, puis je vais avancer quand même. Puis finalement, je travaillais autant, tu sais, fait que... Mais là, maintenant, j'ai un agent parce que c'est ça, j'ai trop de jobs, puis j'ai besoin qu'il réponde à mes courriels. Ben, tant mieux. Oui. C'est ça que ça sert. Mais c'est ça doit être 10 fois plus prendre de temps, là, tu sais, répondre à tous les courriels, tu l'as dit. Oui. En plus de gérer 46 affaires en même temps, là, parce que tu faisais pas juste être comédienne, mais tu faisais de la voix, tu faisais des formations, oui. Tu faisais du coaching, c'est pas rien, là. Oui, puis je te dirais que quand tu te représentes, il n'y a pas de filtre, tu sais, comme quand tu reçois les feedbacks, ben c'est directement à toi, tu sais, quand tu as un agent, ben il va filtrer, tu sais, il va dire ce qu'il pense qui est important que tu saches ou pas, tu sais, fait que il y a ça aussi, des fois, cœur sensible, s'abstenir, tu sais, veut pas, on se fait dire quand même beaucoup de choses, là, dans le milieu, fait que, tu sais, il y a ça aussi qui est avantageux d'avoir un agent, mais le fait d'être coach aussi d'enfant acteur, c'est que je gère beaucoup d'agences et beaucoup de parents, fait que j'ai beaucoup de courriels. Ça, c'est aussi dans les prochains mois, là, je vais essayer de trouver une plateforme pour pouvoir prendre des rendez-vous différemment. Fait que, tu sais, on dirait que gérer ma carrière plus ma petite entreprise, c'était comme, à un moment donné, c'était beaucoup, là. Tu sais, je passais des heures devant le... Puis on n'est pas payé quand on fait ça. Je me sentais comme les profs qui revendiquent leurs conditions en ce moment, là. Tu sais, qui sont comme pas payés pour corriger puis faire les tâches, là. C'est ça. Fait qu'un côté très entrepreneur. Puis est-ce que tu rêvais à l'entrepreneuriat avant de faire ce que tu fais ou c'est arrivé un petit peu sur le top puis c'est quelque chose que tu as envie de continuer? Mais je pense que c'est ça. Je pense que ça a tout le temps fait partie de moi, mais je savais pas que c'était être entrepreneur. Puis pour plein de raisons. Les femmes en tant que telles, il faut qu'on prenne notre place. Les femmes... en business, je pense que on sait c'est quoi, là. On doit toujours se battre un peu plus fort pour avoir les mêmes choses que les hommes. Fait que, je pense qu'il y avait ça. Puis en entrepreneuriat culturel aussi, c'est un autre niveau. Puis la compétition est élevée. Il y a plus de femmes en art selon les statistiques que d'hommes, en tout cas en interprétation, là. Pas dans les postes de scénaristes, par exemple, mais on est en train de changer les choses, les girls. Bravo. Fait que, c'est ça. Mais oui, j'ai envie de continuer dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de penser big. Mais c'est quoi? Mais c'est ça, c'est quoi ta vision entrepreneuriale? C'est quoi que tu as le goût d'accomplir en faisant ce que tu fais? As-tu d'autres projets aussi en rapport avec ça? Bien, là, c'est sûr que, pour commencer, j'aimerais ça pouvoir au moins tourner ma série, pitcher, avoir des trucs comme ça. Puis, j'aimerais ça continuer, je veux dire, à jouer, à collaborer avec des gens. Mais éventuellement, c'est ça, au niveau du coaching d'enfants-acteurs, j'aimerais peut-être ça avoir des produits ou des trucs que je pourrais comme avoir... Ben, c'est mon chum, en fait, Jérémy, qui m'a proposé ça. Puis j'étais comme, ça commence à germer dans ma tête. Puis je me dis, oui, ce serait le fun d'avoir comme des trucs pour les enfants, pour m'accompagner quand j'enseigne. Mais je peux pas trop en dire parce qu'on n'a pas encore tout développé ça. Là. Bientôt sur vos écrans. Le power couple. Oui, c'est ça. Là, raconte-moi, scénarisation, y a-t-il des choses qui t'intéressent puis t'aimerais parler plus que d'autres? Là? Des choses qui t'inspirent? Des thèmes de prédilection. Des thèmes, mettons. À chaque fois que je vais répondre à la question, j'ai quelque chose d'autre qui me pop-up en tête parce que ça me fait rire. L'autre jour, je parlais avec des amis, puis j'ai réalisé que, puis je suis sûre que tous les auteurs ont ça, je me rends compte que dans tous mes projets, il y a toujours quelque chose qui revient.
C'est-à-dire, il y a tout le temps, puis ça n'a pas rapport, là, je vais aller plus loin après, mais... T'as déjà ta signature. Non, mais quasiment. Mais j'ai tout le temps une scène avec un gâteau, puis je trouve ça juste drôle à dire. Je me rends compte dans tout ce que j'écris, il y a tout le temps une scène avec un gâteau qui se passe pas bien. Fait que je sais pas, genre, si c'est passé quelque chose dans mon enfance, puis que mon inconscient me ramène ça. Mais j'ai toujours... c'est ça. Mais sinon, pour être un peu plus sérieuse, dans les thèmes qui m'habitent, je te dirais que mon projet à l'école de l'humour, ça tournait beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de la culpabilité. À quel point, en fait, un événement pour lequel on est responsable, à petite ou grande échelle, nous habite longtemps et que tous nos comportements, en fait, sont émotionnels, exemple, sont rattachés à cette culpabilité-là. Et c'est ça, et de voir justement à travers les années, malgré le fait qu'on vieillit, à quel point ça nous pèse quand même, puis à quel point, en fait, exemple, le même événement peut être vécu par deux personnes différentes et que ces deux personnes-là réagissent complètement à l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, une personne peut être complètement dans le déni, puis une autre personne peut être complètement rongée par les remords au point de faire des cauchemars nocturnes. Tu sais, c'est un de mes personnages principaux qui va développer, par exemple, la fibromyalgie. C'est un thème aussi qu'on voyait pas souvent à l'écran. Puis j'avais envie, si on développe un peu le projet là, sur quoi je travaille, c'est ça, c'est qu'il y a comme un crime un peu sur lequel deux jeunes adolescents sont comme responsables d'avoir commis le crime sans faire exprès, entre guillemets. Puis on les suit comme au courant des années, on les revoit comme 15 ans plus tard, puis à quel point, genre, comment leur vie a été différente. Puis c'est ça, fait qu'à quel point, genre, c'est ça, un va dans un chemin, puis l'autre va complètement dans un autre chemin. Fait que c'est comme, ça c'est quelque chose qui m'habite, cette intelligence l'intelligence émotionnelle, le jugement. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment comme un sujet qui La culpabilité. La culpabilité, oui. Puis on en a tous. C'est ça l'affaire que je réalise aussi, tu sais, comme je disais, à petite ou grande échelle, mais on a tous de la culpabilité. C'est vrai. On est tous responsables, des fois, d'avoir créé du tort chez quelqu'un, tu sais, par quelque chose qu'on a dit qui était blessant, par exemple. Sans le savoir, même. Sans le savoir, même, des fois. Puis, tu sais, même à l'école, ça, c'est un bon exemple classique de faire, il y en a qui ont fait de l'intimidation, par exemple, des trucs comme ça. Fait que de vraiment aller rechercher ça en soi. Puis, bon, je peux pas trop parler du projet, mais c'est vraiment comme le cœur du projet. Puis sinon, dans d'autres écritures que je développe en ce moment, il y a un sujet qui... c'est ça, m'obsède aussi. Les scénaristes, on a des sujets qui nous obsèdent. C'est l'auto-sabotage. Puis ça, c'est vraiment, je trouve, 2023, 2024, dans le sens où comme... ça, c'est... En parlant avec mon amie Marilyn qui a étudié en intervention, elle est comédienne au Conservatoire de Québec, elle me parlait de ça. En fait, c'est pourquoi des fois les gens vont avoir... une avenue facile, mais ils vont quand même aller chercher celle qui est chaotique, pour plein de raisons. Là, on s'entend que là, je fais des grosses images, là, mais des fois parce qu'ils ont connu le chaos avant dans leur enfance, puis c'est ce qui les sécurise, etc., etc. Puis aussi pourquoi, c'est ça, on se donne pas le droit, en fait, parfois d'être heureux, d'aller au bout de notre pensée, de nos projets, de nos élans, puis qu'on s'auto-sabote, puis ça s'applique dans la carrière, dans les relations amoureuses, même en amitié, dans la famille. Il y a vraiment comme... c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, en fait. Donc, je comprends qu'à l'école de l'humour, c'est pas nécessairement juste la comédie que tu vas apprendre à scénariser. Non, c'est ça. Puis en fait, ça, c'est une bonne question, Pierre, parce que souvent, les gens pensent qu'on fait uniquement de la comédie. Puis moi, je me rends compte, en fait, c'est drôle, là, parce que je dis toujours ça en pitch, en plus. Je dis toujours que moi, je pense écrire un drame, puis finalement, j'écris une comédie dramatique, puis je le sais pas. Parce que je me rends compte que dans les drames, il y a beaucoup d'humour. C'est comme, dans la vie, là, je veux dire, tu pleures, puis tu manges des nachos après, là. Dans le sens que, comme, c'est pas cohérent, des fois, puis même dans les moments les plus durs de nos vies, quand on parle de la maladie, par exemple, ou des choses comme ça, on en rit parfois. C'est pas vrai qu'on pleure du début jusqu'à la fin. Oui, puis ça peut devenir cathartique jusqu'au point d'en rire puis de trouver ça drôle. Oui, vraiment. Puis des fois, mais c'est ça, on dit beaucoup que la comédie vient du drame. Tu ris du drame d'une personne ou d'un drame que tu as déjà connu toi-même. Donc, toi, tu pars de ce drame-là sans savoir que tu veux faire tu vas faire peut-être de la comédie, mais est-ce que tu as déjà essayé de faire consciemment de la comédie? Oui, j'ai quand même essayé de faire consciemment de la comédie, là, qui va tomber un peu plus des fois même dans de l'absurde, tu sais.
Mais reste qu'il y a quand même un drame vécu par le personnage. T'sais, dans le sens que comme, pour lui, c'est vraiment pas drôle, mais pour nous, ça l'est, tu sais. Puis dans le rire, c'est un mécanisme de défense. Alors pour moi, ça cohabite avec le drame. Puis au théâtre, on disait souvent, quand on fait une scène de jeu, puis on fait rire les gens, ben on ouvre les valves. Tu sais, les gens sont prêts, là, ils rient avec nous. Et là, bam, un petit couteau dans le cœur. Oui, c'est ça. Et on les fait pleurer. Puis c'est toujours plus facile, entre guillemets, quand tu les as fait rire avant. Fait que je pense que la comédie dramatique... elle a cette force-là. Oui, puis tu sais, on entend souvent les gens qui disent « Ah, ben là, je veux pas écouter cette série-là ou ce film-là, c'est trop lourd, là. Ça va me déprimer après le travail, puis tout ça. » Fait que tu sais, la comédie dramatique, c'est une belle manière d'être hypocrite et de manipuler son public, tu sais. On passe nos messages quand même. Ben, tellement. C'est beau, ça. Moi, les séries puis les pièces de théâtre que j'aime le plus, c'est de la comédie dramatique parce que ça permet de comme alléger tout, fait que, puis passer un message. C'est ça aussi qui est important. Oui, puis c'est plus humain, je pense aussi, tu sais. Mais en même temps, tu sais, je dis ça, puis il y a des beaux drames, des belles comédies. C'est juste que moi, je me rends compte que plus j'écris, plus souvent ça cohabite ensemble. Est-ce que tu as vu une tendance à l'école entre les gens qui veulent faire plus de la comédie, du drame, de la tragédie, je sais pas? La tragédie, ils sont pas dans le bon cours. La tragédie en web-série, une web-série tragique. Hey, ça serait intense quand même. Parle-moi pas là-dessus. Ben, je pense que le cours nous a permis de découvrir différents types de comédies. Il y en a qui sont allés vraiment plus vers une comédie franche. D'autres sont allés, qui est un peu comme à la Isabelle Langlois. Il y en a qui sont allés plus dans, exemple, du sketch aussi, qui est quand même quelque chose qui se vend bien, qui est consommé au Québec. Si je pense, par exemple, à Discussion avec mes parents, des choses comme ça. Après, il y a la comédie dramatique. Sinon, tu as vraiment juste comédie. Mais c'est sûr qu'on évitait d'aller juste dans le drame. Après ça, bon, l'école est finie, on peut faire ce qu'on veut, là. Mais on évitait d'être juste dans le drame. Si on veut vraiment écrire en drame, c'est pas tout à fait l'école de l'humour, là. C'est pas la lignée visée. Ouais. Puis est-ce que vous êtes formé en plusieurs formats? Est-ce que, mettons, un format de long métrage, un format de web-série, c'est pas du tout la même chose, ça s'écrit différemment. Est-ce que vous touchez à tous ces formats-là ou vous choisissez un peu à la fin ce qui vous intéresse? On choisit. En fait, c'est splitté sur 2 sessions, si je peux dire ça comme ça. Fait que la première session, c'est que tu développes 2 concepts de séries télé et tu les pitches à Noël, genre. Puis après Noël, t'en choisis un des 2 que là, tu vas garder, que tu vas approfondir, que là, tu commences un épisode, etc. Et que là, tu vas pitcher vraiment devant les producteurs, comme je parlais tantôt. Fait que à ce moment-là, tu peux décider si tu décides de continuer en série ou d'aller avec un film. Puis tu sais, souvent, moi, je me suis posé la question avec mon idée, justement, parce que les 2 se pouvaient. Il y a des idées qui se peuvent pas, puis des idées qui se peuvent dans les 2 formats. Puis finalement, pour X raisons aussi avec les profs qu'on avait, je pense que j'avais envie d'essayer la série télé. Mais c'est pas fermé, là, moi, de mon côté, d'écrire à un moment donné peut-être un film. OK, mais ça part toujours d'une série télé, c'est ça? Oui, pour rentrer à l'école, d'habitude, ça part d'une série télé de base. Dans une série, on peut plus approfondir. C'est plus de temps, exact. Plus de temps, tu sais, d'élaborer chacun des personnages. Puis on fait des formats de 30 minutes, là, tu sais, on fait pas encore des 1 heure quand on commence. C'est quand même beaucoup de stock, là, 1 heure. Fait qu'on fait des 30 minutes, genre, je pourrais dire entre 8 à 12 épisodes, genre. Ah oui, OK, c'est quand même beaucoup. un gros volume d'écriture. Tu fais aussi du théâtre jeunesse. Oui. oui. Ça a commencé quand? À la sortie de l'école? Oui, c'était à la sortie de l'école. J'ai auditionné pour une pièce qui s'appelle Celle, qui est mise en scène par Anne-Marie Saint-Louis de la compagnie Créactif. Et j'ai un petit personnage quand même là-dedans qui est comme... C'est ça qui est cool, là, c'est c'est un personnage triple. On est 3 comédiennes à avoir le même personnage, mais c'est pas une rotation. On joue tout en même temps le même personnage. Fait que c'est pour ça que c'est comme spécial un peu, là. Puis on fait la tournée des écoles. En ce moment, on fait des lectures dans les écoles. Puis les jeunes, ça, c'est le fun, là, ils nous donnent du feedback. Ils font des ateliers avec nous en jeu, en scéno, en voix. Wow. Des fois, les comédiens, on est là. Des fois, on n'est pas là. Bien, ça permet en fait de pouvoir améliorer selon vraiment ce que les jeunes veulent. Puis c'est Éléonore Brioc qui écrit la pièce, est à l'École nationale en écriture. OK. Donc, c'est une pièce, mais il y a aussi des ateliers.
Exact. Ça, c'est formidable. Ouais. Oui, c'est ça. Fait qu'exemple, on arrive, puis là, on présente la pièce. Puis après ça, il y a un atelier, genre, avec les jeunes. OK. Fait qu'ils prennent part, en fait, à la conception. Fait que, depuis la première année que ça a commencé, ce show-là, ça a beaucoup été réécrit par Éléonore, justement, parce qu'avec tout le feedback des jeunes au secondaire, ça a changé, par exemple, le langage, les expressions, qu'est-ce que les jeunes comprenaient, qu'est-ce qui venait les chercher. Oups, problème technique. Qu'est-ce qui vient les chercher, qu'est-ce qui vient pas les chercher. Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment le fun. Fait que, tu sais, le volet de théâtre jeunesse, je te dirais que j'en ai pas encore écrit, je l'ai vraiment plus joué. Mais par contre, je travaille quand même sur un autre projet de théâtre sur lequel j'ai écrit, tu sais. Fait que ça, c'est le fun. Là, on est en résidence en 2024. T'as beaucoup de projets autour de la jeunesse aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire à la base ou ça t'est tombé dessus comme le reste? Ben, je pense que j'aime les enfants à la base. J'aime les jeunes. T'sais, mes élèves, c'est comme mes enfants. Honnêtement, là, je suis tellement impliquée émotivement. Là, quand ils réussissent, c'est comme si je réussissais. Puis j'aime ça avoir une relation étroite avec les parents aussi. Fait que tout ça, pour moi, c'est important. Je suis coach d'impro aussi dans une école secondaire. Fait que je les accompagne. Mais ça me fait capoter, hein, parce qu'il y en a que j'ai gardés, sont rendus au cégep. J'ai juste... fou, OK, je vais quand même dire que j'ai juste 26 ans, là, mais quand même, dans le sens que comme... Ça va vite, le temps, là, je suis comme... Ça me fait vraiment capoter, puis ben c'est ça. C'est le fun de les voir évoluer, là, de voir ces jeunes-là. Puis il y en a qui s'en vont en théâtre, qui commencent à penser déjà à qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard, puis tout. Fait que, tu sais, ça, c'est... Oui. La fierté de la fierté, la fierté. Ouais. Puis ça fait une différence. Puis je pense qu'être dans un milieu artistique comme ça, ben... des fois, on peut... tu sais, on vit un peu le rêve parfois. Là. Bon, des fois, c'est le cauchemar parce qu'on n'a pas de budget. Là. Mais des fois, tu sais, on a des beaux contrats, puis là, c'est le fun. Puis le fait de travailler avec des jeunes, ça nous permet de rester aussi terre à terre, tu sais, d'avoir accès aussi à la voix de demain. Moi, c'est ce que je me rends compte. Tu sais, on dit, les auteurs, qu'on veut être actuels, on veut parler aux gens. Mais quand tu as la chance d'avoir une voix, mais il faut aussi que tu donnes la voix à ceux qui en ont moins. Puis, tu sais, les jeunes, ils veulent tellement parler, ils sont tellement intéressants. C'est quoi qu'ils ont à dire, les jeunes, en ce moment? Y a-t-il des thèmes qui reviennent? Comment ils voient le monde? Mais c'est sûr que, tu sais, on peut pas faire fi de genre l'éco-anxiété. Je veux dire, la jeune génération qui nous suivent sont très, très, très au courant de ça. Après ça, la jeune génération, ils re-questionnent beaucoup, par exemple, les relations amoureuses. Tu sais, moi, je trouve ça beau. J'ai vu vraiment la différence en impro, en coachant. J'ai des gens qui font des improvisations secondaire 1 qui font une impro, puis dans l'impro, c'est 2 pères et un enfant. OK. Mais c'est pas comme... Sont pas, c'est très naturel pour eux. C'est très naturel. Ouais, eux, c'est le fun. Tu sais, c'est ça. C'est comme, il n'y a pas de... Ils sont pas en train de caricaturer 2 personnes homosexuelles, par exemple. Ils sont juste en train de jouer une famille qui est tout à fait normale et qui est une chance, tu sais, que ça l'évolue, ça, parce que... C'est encourageant. C'est très encourageant. Il n'y a plus, en tout cas, de moins en moins... Ce jugement-là. Puis sur, par exemple, l'orientation sexuelle. Fait que, tu sais, c'est comme... Il y a des tabous qui partent. Fait que je me dis... Ça donne envie de se battre pour certaines causes. Tu sais, je me dis, ben regarde, il y a déjà un avancement. Tu sais, fait qu'il faut pas perdre espoir. Des fois, ça régresse. Là, tu sais, on a vu des choses dans l'actualité, des fois qui régressent, mais il y a quand même la jeune génération. Mais pour la jeunesse, ça change assez vite aussi. Donc, tu vois les répercussions du changement qui est un peu plus lent dans la société directement sur les jeunes. C'est ça qui est intéressant de travailler avec les jeunes. Oui, exactement. Puis, c'est ça, c'est eux qui nous donnent espoir à l'avenir. Fait que ça, c'est très, très formidable. Puis les parents d'enfants acteurs, comment ils voient le métier? Est-ce que c'est eux qui ont poussé leurs enfants à faire ça? Est-ce qu'ils les encouragent? Est-ce qu'ils sont... Ça, c'est Est-ce qu'ils ont peur pour eux? Parce que je me fais toujours poser cette question-là. Puis elle est bonne parce que c'est vrai que c'est comme, on sait pas, mais... Tu sais... Il y aura toujours le cliché de dire le parent a voulu être acteur, ça n'a pas marché, donc là, il veut tellement pour son enfant. En même temps, on n'est pas à Hollywood, là, dans le sens qu'il n'y a pas... on ne fera pas des millions avec notre enfant nécessairement. Là, en tout cas, je ne suis pas au courant. Je pense que ça sert un enfant non plus. Mais tu sais, fait que oui, je te dirais, c'est sûr qu'il y a des parents, peut-être qui voient ça moins parascolaire, puis que c'est un peu plus... peut-être leur rêve, tu sais. Mais la majorité des gens que je rencontre, c'est des parents qui
veulent pour leur enfant, puis qui sont conscients, en fait, que même si leur enfant finit pas acteur, il va avoir développé des connaissances, des acquis, être capable de parler devant plusieurs personnes, être capable de bien se présenter, apprendre des textes par cœur, etc. Donc, tu sais, ils sont comme conscients des acquis que l'enfant va faire. Puis, souvent, je vais sentir quand même qu'ils vont laisser l'enfant faire ce qu'il veut. Fait que, tu sais, j'ai quand même des parents... Tu sais, je leur lève mon chapeau à ces parents-là parce qu'ils ne veulent pas sont pognés à faire des self-tapes le mercredi soir après devoir. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a quand même ça. C'est aussi différent que d'amener l'enfant à sa pratique de soccer à 6 h du matin. Ouais. Hey, ils ont tellement des horaires de président. Ça, par contre, ça, c'est un autre sujet, mais c'est très impressionnant à voir. Les enfants, ça, qui ont un horaire de président. Ils ont des horaires de président. Ben oui. Ouais. Fait que oui, pour répondre à ta question, je te dirais, ça dépend des parents, tu sais, mais la majorité, je pense qu'il y en a aussi, c'est surtout qui connaissent pas ça, tu sais. Il y en a qui vont me dire, ben là, tu sais, ma fille est vraiment bonne, je comprends pas qu'elle décroche pas, mais des fois, tu sais, la vérité, puis, tu sais, Jean-Félix, tu le sais, t'es acteur toi aussi, tu peux faire 40 auditions avant d'avoir un oui. Ça veut pas dire que ton enfant est pas bon, c'est parce qu'on va tester, on va voir si tu as de l'expérience, si tu reviens, si tu te bats, tu sais. Fait que, Puis ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup à expliquer aux enfants et aux parents. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Parce que je pense que les gens n'ont pas conscience des fois que pour... tu sais, l'autre jour, j'ai fait une audition de pub que j'ai pas eue. Mais... Et tu sais, on en fait tellement des auditions de pub, puis tu sais, j'ai comme su qu'il y avait 128 personnes qui auditionnaient, tous des castings différents. Fait que tu sais, ça se peut que la personne qui l'a eu, je sais pas, là, tu sais, elle n'a pas en tout mon casting. Ça n'a pas rapport avec moi, tu sais. Ça veut pas dire que je suis pas bonne, c'est vraiment juste parce que ça fitait peut-être pas dans le couple qu'ils ont voulu former. Fait que ça, les parents, ils sont pas toujours au courant de ça, tu sais. Oh mon Dieu. Oh, téléphone. Je pensais que j'avais fermé mon téléphone. T'as une belle sonnerie, par contre. Tu peux décrocher. OK. Oui. Allô? Écoute, salut Camille. J'espère que tu vas bien. Je vais y aller vite. J'ai pas beaucoup de temps, là. Mon métro arrive. Donc, dans le fond, j'ai une idée pour toi. J'aimerais ça que tu écrives une série style sitcom québécois. OK? Je te dis ça rapidement, là. Dans le fond, c'est une idée. On suit une famille western, une petite fille qui veut participer au Festival de Saint-Tite. Aussi simple que ça. On va faire un pilote. Tu vas pouvoir écrire ça. J'adore ton écriture. Écris-nous une histoire avec ça. Il faut que ce soit de la comédie. C'est comme on veut s'inspirer des bougons de Office, Brooklyn Nine-Nine, mais faire quelque chose de purement québécois, de purement dégagné. Camille, rappelle-moi. Bye. Alors, toi qui n'écris pas nécessairement de la comédie, un sitcom. Hey, puis en plus, c'est drôle que vous parliez de sitcom parce qu'on apprend à l'école de l'humour à quel point la sitcom, ça se vend pas beaucoup au Québec. Ah oui. On n'en voit pas beaucoup non plus. Ben non, parce que c'est très, très difficile de compétitionner aussi avec les États-Unis et tout ça. Là, fait que, On se souvient de Brooklyn Nine-Nine. Fait que, non, c'est ça. Fait que, fait que c'est drôle qu'il me demande ça. Mais j'écris pas de comédie, c'est juste que la sitcom, c'est un autre type. C'est des personnages qui sont très stéréotypés. Fait que je te dirais... je suis quand même willing d'essayer des affaires, mais c'est sûr que je pense que je co-écrirais cette série-là, c'est certain. J'aurais besoin d'un niaiseux ou d'une niaiseuse avec moi. Là. Est-ce que tu te sens outillée en ce moment pour écrire ça? Une sitcom? Ouais. C'est une bonne question. Je pense que... C'est ça, c'est parce qu'on se concentre tellement pas là-dessus à l'école qu'on n'a pas vraiment de cours tant que ça de sitcom parce qu'ils nous découragent un peu. Ça ne se vendra pas. Je te dirais, tu sais... En même temps, les producteurs, des fois, ils disent quelque chose qu'ils veulent, puis c'est pas tout à fait ça qu'ils veulent, tu sais. Peut-être que je pourrais arriver avec la même idée, tu sais. Mais en fait, c'est toi qui l'écris. C'est ça, je pourrais faire une comédie franche. Fait que oui, tu sais, je pense que je m'arrangerais pour tricher un peu. Oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est ça, le monde, ils veulent que ça pogne comme un sitcom The Office, mais si ça pogne, mais c'est pas nécessairement pareil. C'est le résultat final qui C'est le résultat final, peut-être. Oui, c'est ça, exactement. À quoi ça ressemblerait une série un peu sitcom québécoise? C'est comment on adapterait ça pour le Québec? Pour quelque chose qui se peut à la télé québécoise? Oh mon Dieu, comment je pourrais comme vendre ça au Québec? Honnêtement, je sais pas comme à quel point... C'est impossible. Mais pour vrai, c'est juste que je pense que pour X raisons aussi, tu sais, les diffuseurs sont de plus en plus frileux, puis on les comprend aussi parce qu'il y a de moins en moins d'argent. Fait que faire une sitcom, ça demande beaucoup, en fait, d'épisodes. Puis souvent, ben, tu sais, exemple, aux États-Unis, tu as des dizaines et des dizaines d'auteurs. Ben, nous, au Québec, on peut malheureusement pas se permettre ça. Tu sais, on va être beaucoup moins d'auteurs. Fait que là, tu sais, quand tu as 30 épisodes à écrire... Est-ce que tu écris bien en groupe d'auteurs ou...
Oui, c'est quelque chose que t'aimes? Ça, moi, j'aime vraiment ça. Parce que... Puis ça, j'ai été très chanceuse à l'école de l'humour parce que ma gang était très, très, très ouverte. OK. Puis tout le monde était bienveillant. Tu sais, les gens étaient tellement... Puis il y en a encore qui m'écrivent. Là, je devais remettre un épisode récemment, puis j'ai écrit à mon amie, elle m'a donné du feedback. J'étais encore en train de réécrire avec son feedback. Tu sais, il y a vraiment cette solidarité-là qui était le cette fun. entraide-là. Ouais. Je pense pas qu'il y a toujours ça, mais nous, on a été chanceux de l'avoir. Puis c'est le fun d'écrire à plusieurs parce que les idées vont tellement loin. Les idées vont loin. On déborde et l'idéation est plus rapide, les dialogues sont plus rapides. Puis je dirais aussi que quand t'es bloqué, t'es pas bloqué toute seule, fait que ça repose pas juste sur tes épaules, tu peux comme le partager. Ouais. Puis pour l'avoir vécu à l'école de l'humour, tu sais, mes amis, ils écrivaient pas ma série, mais ils suivaient mon évolution. Puis là, des fois, j'étais bloquée. Puis là, mes amis, tu sais, eux aussi, ils pensaient à où j'étais bloquée. Puis là, on s'envoyait des messages vocaux. Hey, là, ton personnage, quand il dit ça, là, nanana. Puis là, tu sais, des fois, ça nous relance. Ouais. Puis justement, la série web que j'écris en ce moment avec Daniel Parent et Caroline Summers et Maxime Isabelle, c'est une série web qui est une comédie, tu vois. J'écris de la comédie, c'est une comédie. Et c'est ça, on est 4, puis juste dans les brainstorms, on voit la différence. Là, ça va vite, là, des fois. Puis des fois, on est comme, OK, on va ramener, là. Mais ça fait que les idées vont plus loin. Caroline puis Maxime, c'est des cerveaux qui vont vite aussi. Là. Oh my God, on les a reçus dans notre saison 1. Allez voir ça, si ça vous intéresse. Mais oui, ça va vite. Puis c'est de la comédie... ça punch. Oui, puis là, je te dirais que c'est la première fois, en fait, que je vais écrire une série web, disons, de façon professionnelle. Genre, j'avais fait ça au secondaire. Moi, mon projet intégrateur, c'était genre une série web que j'avais tournée. On salue Charles-William Demelo, d'ailleurs, qui était avec moi là-dedans et qui travaille encore en télé maintenant, en plus. Puis c'est ça, fait que, tu sais, fait que j'ai comme toujours je pense que c'est ça, au fond de moi, j'ai comme toujours voulu écrire ça. Mais là, je pense que j'essaie vraiment une série web de façon adulte, tu sais, comme professionnelle avec mon cours. Puis j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais l'équipe en tant que telle me fait triper, là. Ah, tant mieux. Oh, mon Dieu Seigneur. Hey, je pensais vraiment avoir fermé ma sonnerie. Je suis désolée. Ben, le réponds, là. OK. Oui, bonjour. Hello, Camille. Mon nom, c'est Beyoncé. Écoute, j'avais peut-être juste une petite question pour toi. Ça donne que, éventuellement, j'aimerais que mon fille, Blue Ivy, commence à faire peut-être un peu plus les films, les movies, you know what I mean? And I would really like to know if you could, coach her. Because I heard some great thing about you. And je crois vraiment que tes compétences pourraient faire en sorte que la famille Knowles Carter pourrait vraiment en bénéficier. Alors, si tu peux juste me faire signe, tu peux slide dans mes DM sur Instagram. Laissez rire. Alors, est-ce que tu as reconnu qui était dans le rôle de Beyoncé? Non, c'est ça, je sais même pas c'est Sophie Boucher-Moutou qu'on a reçue la semaine passée. Voyons donc, j'ai même pas reconnu sa voix. Ben voyons donc, Sophie, elle est bonne dans Beyoncé. Mais elle a fait de l'impro, cette fille-là. Elle est drôle, c'est ça. Okay, alors, Beyoncé qui veut que tu coaches ses enfants pour... je veux dire, c'est sûr qu'elle a du budget, elle. Là. Malheureusement, je serais peut-être plus coach au Québec. Là, j'accepterais de coacher. Là, tu serais connue, puis là, après ça serait tous les enfants de toutes les célébrités. Là. Écoute, je pourrais peut-être la suivre. Puis ça, c'est quelque chose que plus tard, j'aimerais faire. Pas nécessairement suivre Blue Ivy, là, mais de faire du coaching sur les plateaux. Télé pour enfants. C'est ça, je ressens l'univers. C'est du monde qui écoute puis qui veut m'engager. C'est vrai, c'est pas déjà fou. Beyoncé qui le fait. C'est ça, Beyoncé, c'est puis mettons, là, entre Beyoncé et écrire un sitcom au Québec, on sait où l'argent est. Est-ce que tu suis l'argent? Oh mon Dieu, c'est bon ça. On sait où l'argent est. Mais c'est... Attends, t'oublies sitcom, là, parce que c'est un... C'est ça. Ben non, je pense que... Tu sais, ça serait mentir, en fait, parce que dans le sens que moi, je suis quand même très... j'aime la langue française, j'écris en français. Bon, j'ai des petits persos, des fois anglo, là, mais tu sais, je pense que je prône ça. J'écoute full télé québécoise. J'écoute plus de Québécois que n'importe quoi, en fait, là. Fait que j'écoute beaucoup mes collègues depuis longtemps. Fait que c'est sûr que avoir la chance de me faire ma place au Québec, j'aimerais vraiment ça. Puis tu sais, c'est sûr que suivre Blue Ivy, ça doit être payant. Fait que je ferais peut-être un an pour me ramasser de l'argent, aller dans les Caraïbes et tout, genre. Puis après ça, tu produirais ta propre série? Ouais, sûrement. C'est quelque chose qui t'intéresserait? Parce que je me dis, tu vis un peu dans l'ombre des autres quand tu fais ça. Fait que j'ai l'impression que, je sais pas, j'aimerais peut-être... c'est ça. Je pense que je ferais du cash, puis après ça, je serais en mode entrepreneurial. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année 2024, Camille? En 2024, j'aimerais vraiment ça pouvoir écrire et jouer
Donc, sous toutes ces formes, je pense que j'aimerais ça jouer encore derrière un micro, mais aussi peut-être derrière une caméra. J'aimerais ça comme combiner toutes mes passions ensemble. Ouais. Fait que faire des projets. Avoir des subs, s'il vous plaît. Ben oui, que les projets qu'on lance aboutissent à quelque chose. Oui, c'est ça. Fait que je te dirais, je pense que j'ai envie d'écrire pour la télé, jouer pour la télé, continuer à faire du micro, que ce soit de la radio, sur impression doublage. J'ai envie de continuer là-dedans. Ouais. Faut pas lâcher, en fait. Je pense que c'est surtout ça l'important, c'est de pas se décourager. C'est ça. Vraiment continuer malgré tout. Mais merci beaucoup. Merci à vous autres. C'était vraiment le fun. Merci d'avoir écouté En attendant l'appel. Pour manifester votre appréciation, appuyez sur j'aime ou faites la touche partager. Pour du contenu supplémentaire, abonnez-vous sur Patreon. Pour réentendre ce menu, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Une production Les Yeux fermés.